manchettes cette semaine. Isabelle Paquin vous parle du défi Bouger pour manger. Jackie Castonguay vous dévoile 5 trucs pour rester motivé. On parle livre jeunesse avec Geneviève Michaud. On prépare nos semis avec Marie-André Mathieu. Stella Rose vous fait toutes sortes d'activités sur le thème des pommes. Chronique jeux de société avec Pascal Saint-Amand. Et Christo vous propose des films à écouter chez vous. Bonjour et bienvenue à cette émission hebdomadaire d'Info.tvc, l'émission hebdomadaire où on retrouve des matapédiens qui vous offrent leur sujet préféré, des chroniques de leur part. On est bien contents. Si vous avez des chroniques à nous faire parvenir, n'hésitez pas à nous contacter. On commence ça tout de suite avec une entrevue qu'on a réalisée plus tôt cette semaine avec Isabelle Paquin, que vous voyez souvent pour Desjardins, mais qui là est là en tant qu'instigatrice d'un événement, d'une collecte de fonds pour Moisson-Vallée, Bouger pour manger. Et c'est pas ce que vous pensez. C'est pas bouger pour manger plus. C'est bouger pour manger pour donner à Moisson-Vallée. Isabelle Paquin, bonjour! Bonjour, Émilie! Tu vas bien, j'imagine, hein? Isabelle, elle va tout le temps bien. Oui, j'essaie de rester positive. On vit beaucoup de stress présentement, mais je pense que pour s'en sortir, là, c'est toute une question d'attitude. Il faut rester positif. Oui. Puis là, tu as mis sur pied, dans la vallée de la Matapédia, une initiative de collecte de fonds pour Moisson-Vallée. Bouger pour manger. Oui. Explique-nous, qu'est-ce que c'est ça? Oui, ben c'est un super de beau mouvement, dans le fond, qui a été initié un petit peu partout à travers le Québec. Mais moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était du côté de Rimouski. Donc, le concept de bouger pour manger, c'est de faire un défi sportif pour permettre à des gens de chez nous qui sont dans le besoin de pouvoir manger. Donc, on le sait avec ce qui se passe en ce moment avec le COVID-19, les banques alimentaires sont surchargées. Il y a des nouvelles demandes, il y a des gens, malheureusement, qui ont perdu leur emploi dans le contexte de la pandémie. Donc, un des besoins primaires qu'on a, c'est de manger. Alors, on veut soutenir notre banque alimentaire ici, dans la vallée. Moi, quand j'ai vu l'initiative, ça se faisait du côté de Rimouski. J'avais envie de participer, mais j'avais envie de le faire pour des gens de chez nous, des gens de la vallée. Donc, j'ai approché Moisson-Vallée et je leur ai dit, est-ce que si on organise ce défi-là dans la vallée, ça vous ferait du bien, ça vous aiderait là, d'avoir des sous. Et c'est évident qu'ils ont dit oui, on a besoin de soutien de toute la communauté. Donc, on a mis ça sur pied, là, le défi Bouger pour manger. On a créé un événement Facebook pour inviter les gens à participer. OK. Comment ça fonctionne exactement? Parce que là, je peux pas courir de marathon, je peux pas... on fait ça chacun chez nous? Chacun chez nous, c'est super important. Donc, je vais vous donner un petit peu le cadre entourant ça. C'est du 24 avril, 17h au 26 avril, 17h. Donc, pendant cette fin de semaine-là qu'on fait notre défi. Faut s'inscrire, bien évidemment, au www.triathlonamqui.com. Quand vous allez sur la page du triathlon d'Amqui, vous allez avoir un formulaire à remplir pour nous partager, qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez relever comme défi. Et bien évidemment, faire votre don à Moisson-Vallée. Il y a des dons vraiment de tous les niveaux. Fait que, si vous dites, moi, pour l'instant, j'ai juste un 5 $ à donner, c'est bien parfait. Tous les dons sont vraiment bienvenus pour être solidaires avec Moisson-Vallée. Puis moi, ce que je trouve super important de dire, c'est on veut pas que vous choisissiez un défi sportif pour vous blesser. On veut évidemment, contribuer nous aussi là, à la distanciation sociale, respecter toutes les règles de la santé publique. Donc, éviter peut-être les défis de vélo à l'extérieur, éviter les défis où vous allez vous mettre à risque ou peut-être vous blesser parce qu'on ne veut pas surcharger le réseau de la santé. On veut au contraire collaborer avec ces gens-là. Donc, ça peut être du tapis roulant à la maison. Ça peut être une marche à l'extérieur. Je pense que déjà, si vous marchez à l'extérieur, vous le faites déjà. Donc, c'est pas un défi là, qui prend des gros risques pour vous. Ça peut être du yoga, ça peut être de faire un DVD d'entraînement. Ça peut être aussi simple que de dire, moi, je vais faire 100 redressements assis. Un défi quand même à votre portée. L'idée derrière ça, c'est simplement de bouger et surtout de faire un beau geste de solidarité envers Moisson-Vallée, mais toujours en respectant les règles de distanciation sociale. On va être clair avec ça parce que
on veut pas contribuer à la pandémie. Au contraire, on veut juste être solidaire avec nos gens qui en ont besoin par les temps qui courent. Donc, si je comprends bien... C'est pas mal ça. Oui, c'est vraiment intéressant comme initiative. Fait que si je comprends bien, je bouge durant le week-end et je me suis inscrite, je me suis engagée. Dans le fond, je me suis défiée moi-même à faire de l'exercice. Puis le temps se convertit en kilomètres. Fait que j'imagine que vous allez avoir comme 2 statistiques, hein, autant les sous donnés à Moisson que le nombre de kilomètres faits dans la vallée. Oui. Oui, c'est ça. Puis en bout de ligne, nous, on va tout comptabiliser ça. On va vous revenir en vous disant « Hey, gang, on a ramassé tant d'argent. On a réalisé en temps ensemble l'équivalent de 2 fois le tour de la MRC ou de 3 fois le tour de la MRC. » Fait que ça va être le fun aussi de voir à quel point les gens ont été solidaires. Puis, le plus important, si vous embarquez avec nous, partagez vos photos sur l'événement Facebook qui a été créé parce qu'on veut montrer aussi que les gens ont embarqué puis créer un beau mouvement positif. Je pense qu'on a besoin de positif avec ce qui se passe présentement. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Je m'engage personnellement à m'inscrire. Je sais que tu me harcèles, je suis pas une sportive. Moi, j'aurais aimé mieux un défi de buvage de vin. Hein? On va se le dire, mais... Ce sera le prochain. Oui, excellent. Et là, on va être beaucoup à participer. Je m'engage personnellement à bouger pour manger dans le week-end du 24 au 26 avril. Je te promets ça. Je te promets pas combien de kilomètres je vais faire, mais je te promets que je vais bouger. Merci beaucoup, Isabelle. Hey, merci la gang de la TVC, puis merci de participer. Si, comme moi, vous avez de la difficulté à vous motiver, surtout quand vient le temps de bouger, eh bien, on a l'experte en motivation dans la Matapédia qui vient vous parler, Jackie Castonguay. Mon premier truc, c'est le 1, 2, 3, go. C'est Karine Larocque, dans une de ses formations de... je me souviens plus c'était quand, elle m'avait parlé, et elle avait parlé à d'autres gens aussi, du 3 secondes de courage. Donc ça prend 1, 2, 3, go, 3 secondes pour se mettre en action, pour sortir du lit, pour aller au gym, pour embarquer dans l'auto. Ça prend 3 secondes quand on a le goût de faire un appel trop important puis ça nous stresse. 1, 2, 3, go, on appelle. Donc mon premier truc, c'est le 3 secondes de courage. Mon deuxième truc, c'est le PPPP. Ça, c'est un truc en fait de Danny Beaulieu, thérapeute d'impact. PPPP, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le plus petit pas possible. Donc, exemple, ça te tente pas d'aller faire du sport. T'es couché dans ton lit, t'es sur ton divan. PPPP. Est-ce que t'es capable d'aller mettre tes vêtements de sport? Oui. Est-ce que t'es capable de mettre tes souliers? Est-ce que t'es capable de sortir de la maison? D'y aller un petit pas à la fois, ça va faire en sorte que, justement, finalement, tu vas avoir été prendre ta marche, tu vas avoir été au gym, tu vas avoir fait tes exercices dans le salon, mais tu vas y avoir été graduellement. Mon troisième truc, choisir ses vêtements de sport. Moi, tous les vêtements de sport, les leggings qui descendaient, c'est pas pour rien que je suis rendue, que j'adore les moves, ils descendent pas. Toutes mes leggings qui descendaient, je les ai donnés, je les ai vendus, je les ai jetés, je les aimais pas. Toutes mes tops de sport qui me faisaient des petits bourrelets ici en arrière, je me suis débarrassée de ça. Donc à chaque fois que j'enfile des vêtements de sport, faut que je les aime. Ça me garde motivée. Donc ça, troisième truc, enlever les vêtements de sport qu'on n'aime pas et qui ne font pas sentir bien. Quatrième truc, trouver quelqu'un qui va nous motiver. Que ce soit notre ami qui habite loin, vous pouvez vous entraîner via FaceTime, peu importe. Vous motiver à aller courir, trouver une partenaire que quand ça vous tente pas, parce que moi ça me tente pas. Moi des fois je suis une lâche de nature, puis ça me tente de rester sur mon divan. Puis c'est correct là, des fois de relaxer, mais moi je sais très bien quand choisir un film puis une doudou puis m'entraîner, je vais choisir la doudou puis le film. Fait que mettons ma coloc, elle m'aide à me pousser à aller m'entraîner, j'ai des amis aussi, j'aime l'ambiance du gym, exemple parce que j'ai tout le temps plein d'amis qui s'entraînent avec moi, c'est motivant. Cinquième truc pour garder ma motivation, c'est de toujours avoir un sac de sport avec moi. Donc je pars en formation, en congrès, je vais dormir chez un ami, après l'école, peu importe, j'essaie de toujours avoir dans mon auto mon sac de sport avec une paire de souliers puis une paire de leggings. Même si c'est pas les plus beaux, au moins j'ai toujours de quoi pour me dépanner, puis ça peut faire vraiment une grande différence. Mon truc boni, c'est de se donner des petits objectifs. Souvent on a tendance comme à partir en peur, puis là à dire ok demain matin je vais courir à chaque jour, je vais aller au gym 4 fois semaine, je vais m'entraîner 60 minutes par jour. Petits objectifs,
le plus petit pas possible, on se rappelle, c'est un boni, c'est de se donner des petits objectifs. Moi là, des fois je me dis, ok, cette semaine, j'ai pas beaucoup le temps de m'entraîner, mais je vais essayer au moins de m'entraîner 3 fois 30 minutes, peu importe ce que je vais faire. Ou exemple, pour mes exercices d'étirement, je me dis, vaut mieux un petit 5 minutes par jour que pas le faire du tout. Donc se donner des petits objectifs. En notre vie. Donc 3 secondes de courage. Faut-tu que je regarde là ou faut que je regarde là? Après que ça te tente pas d'aller t'entraîner, mais tu sais que ça te ferait du bien, mais t'es plus 3 fois. Mon chien vient de se rendre compte qu'il est pas dans mon crossfit en fait à cause que j'étais à l'école. Mon dernier. Tabac. Mon premier CMP. Je regarde même pas la caméra. On va rejoindre une bonne amie à moi, Geneviève Michaud, qui vous fait des suggestions lecture pour jeunes garçons de 3 ans et de 9 ans. Bonjour Geneviève! Bonjour! Donc ça va bien chez vous jusqu'à maintenant? Oui, ça va bien. Tout le monde se porte à merveille. Oui, donc maman de 2 jeunes garçons, 9, 3. T'as des suggestions livres pour nous, pour l'âge de Léo puis l'âge d'Émile. Oui, en fait, j'ai sorti des coups de cœur qui sont pas mal populaires à la maison à tout moment du jour, donc pas juste au moment du dodo. Oui. Je vais commencer par les livres pour les plus jeunes, que la plupart des gens connaissent assez bien. Donc, oui! La collection des petits garçons. Chaque histoire, ça raconte une petite aventure là, d'un personnage principal et de son véhicule, donc très populaire pour les petits garçons. Tout à fait. Puis ce qui est intéressant, c'est que le nom du personnage est toujours en rime avec son véhicule. Donc, ça aide beaucoup les enfants à se souvenir des titres du livre quand ils veulent les utiliser. C'est vrai, ça. Très rapidement, on peut avoir ces livres-là pour nos enfants parce que les pages sont cartonnées, sont très résistants, puis sont aussi faciles à tourner pour les petits. Donc, pour la petite motricité des plus jeunes, là, c'est intéressant. Les images très attrayantes aussi, très colorées, puis beaucoup en lien avec ce qui est écrit. Donc, facile après pour, quand ils sont un petit peu plus vieux, d'aller raconter à leur tour l'histoire. Donc, à partir de 1 an, à la minute où ils sont capables là, de manipuler le livre, ils peuvent déjà l'utiliser. Donc, ça fait fureur et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est notre premier coup de cœur. Ensuite, j'y vais avec la collection questions-réponses pour les... En fait, on dit 4 ans et plus. C'est sûr que c'est pas un livre que l'enfant peut nécessairement se raconter. On est vraiment plus dans l'information. Je vais essayer de vous montrer quand même. Oui. Donc, on est plus dans l'information, mais les informations qui sont présentes, c'est pas trop des gros textes. Ce sont de tout petites informations très accessibles pour les enfants qui ont de la curiosité. Les images sont très réalistes. Les sujets sont vraiment géniaux aussi. Donc, il y a plusieurs petits sujets. On a les dinosaures, les véhicules, la ferme, les pompiers. Puis, dans chaque page, il y a un petit aspect cherche-et-trouve pour aller là, s'amuser à aller voir, à aller retrouver des images à l'intérieur. Donc, fait que c'est pas juste, c'est de l'écoute, c'est interactif un peu, hein? Exactement. C'est cool, ça. C'est de l'interactif. À l'âge de 3 ans, là, l'âge de mon fils, souvent, on va y aller avec « ça, maman », il va pointer quelque chose, « ça, maman, c'est quoi ?» Donc, il y a comme une curiosité avant de lire, c'est que ça vient là, beaucoup de ses intérêts à lui. Là. Donc, ça, il y a aussi beaucoup de petits tomes là, qui vont 4 et plus, mais il y a aussi une collection pour les plus vieux. OK, il doit y avoir plus de la même façon. Plus d'informations dans les plus vieux. Plus d'informations, exactement. Donc, ça, c'est notre deuxième coup de cœur. Et le troisième, c'est pas le genre de livre que je choisis habituellement, mais c'est vraiment un coup de cœur. Les fameux
Pat Patrouille. C'est un petit coffret avec 10 livres. OK. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que avec la collection, il y a une petite boîte qui est Léo appelle ça son mini iPad. Ça amène les élèves, les enfants, plutôt, j'ai comme une déformation professionnelle, ça amène nos enfants à être un petit peu plus autonomes quand ils veulent regarder un livre. La façon que ça fonctionne, c'est que l'enfant a à sélectionner le personnage principal sur sa mini-tablette. OK. Et ensuite de ça, à l'intérieur, on a des petites images, je ne sais pas si vous pouvez oui, voir, les petits icônes, là, on voit un livre. qui correspondent au texte OK. qui est là. Donc, l'enfant va aller choisir la bonne petite image pour pouvoir écouter la page où il est rendu. Ce que j'apprécie beaucoup de ça, c'est, bon, oui, un côté un peu plus autonome. Puis, on pense pas souvent à ça, mais juste le fait de tourner les pages dans le bon sens, de se repérer où est l'image, c'est toujours en haut, d'aller la sélectionner sur la tablette. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, des petites compétences de lecteur qu'on peut développer très rapidement là, avec les enfants. Donc, les histoires assez courtes, souvent une petite chanson à travers ça, les images super colorées, puis tout l'aspect interactif, là, c'est très intéressant pour même pour les plus vieux. Ben oui. Hey, pour les plus vieux d'entre vous à la maison, ça me rappelle les livres audio sur un disque là, avec la fée clochette qui sonnait quand on tournait la page, mais version 2020. Là. Oui, raconte-moi une histoire que ça s'appelle, Émilie. Oui, exact. Ça fait penser à ça, effectivement. Là, on s'en va dans des suggestions pour les plus vieux un petit peu. Pour les plus vieux. Oui, j'aimerais ça faire une petite. C'est cool parce que tu as 2 garçons, puis on sait que les garçons, c'est plus difficile la lecture. Puis j'ai l'impression que ça, là, c'est des trucs très accessibles, beaucoup plus. Tu sais, les thèmes, c'est des thèmes gars. Fait j'ai l'impression que ça va être des must chez vous, des coups de cœur à avoir pour donner l'envie de lire aux plus jeunes. Puis quand c'est commencé, c'est acquis quand ils sont en jeune âge, qu'ils se traînent tout le temps un livre. Hein, on le sait, mon garçon, ton garçon les a initiés jeunes, là. Puis maintenant, ils lisent des romans quasiment d'adultes à 9 ans. Exactement. Puis c'est vrai, ce que tu dis, Émilie, c'est pas si évident de trouver des choix de livres pour les garçons. Il y en a un grand répertoire pour nos filles. Oui. Pour les garçons, c'est plus difficile. Puis pour que l'histoire aussi sorte de juste les sports ou les animaux. Hein? On veut un peu plus que ça parfois. Tout à fait. Même si ça revient quand même beaucoup dans les souhaits de nos garçons. C'est sûr. Donc, allons vers des suggestions pour les un peu plus vieux. Oui, pour les un peu plus vieux, tout le monde connaît les fameux Big à moi, les mini Big à moi. C'est très accessible pour les enfants, là. 8 ans, 9 ans, 10 ans, tout dépendant des histoires, bien sûr. Mon premier choix s'est arrêté sur Tiggy Lapote. Tiggy Lapote qui fait partie d'une équipe de hockey qui s'appelle les Castors. Puis lui, ce qu'il veut, c'est remporter un match contre les Vipères. Puis, c'est pas si facile pour son équipe de gagner. Donc, pour pouvoir gagner, il fait venir tous les meilleurs joueurs au monde pour jouer dans son équipe. Mais son aventure se passe pas tout à fait comme il le souhaite. Donc, c'est quand même un livre qui a plusieurs tomes. Si je me trompe pas, on est à 5. Oui, on est à 5. Puis, c'est des histoires avec beaucoup d'humour. C'est ça que les enfants apprécient, beaucoup d'humour, même un petit peu d'amour entre des coéquipiers dans les autres tomes. C'est la vraie vie, dans le fond, tu sais. C'est la vraie vie de nos petits gars. Oui. Puis, beaucoup de beaux jeux de mots avec, entre autres, le nom des personnages versus des aspects du hockey. Ben oui, puis pour nous, tu sais, pour les adultes, mettons qu'on le lit avec notre jeune, là, ça nous fait sourire aussi, tu sais. C'est vraiment intéressant. Vraiment. Donc, c'est quelque chose de très accessible qui se lit assez bien, puis qu'on peut retrouver à peu près partout. Oui. C'est aussi une belle force de ces livres-là là, qui sont accessibles vraiment beaucoup. Oui. Ensuite, je m'en vais dans quelque chose d'un peu plus soutenu comme lecture. Oui. C'est les Animal Totem.
À l'heure actuelle, il y a 7 tomes dans cette collection-là. Par contre, il y a 2 collections d'Animal Totem. Donc, c'est 2 collections différentes. Je sais que dans la première collection, on a 7 tomes. C'est sûr que ça s'adresse vraiment à des bons lecteurs. Donc là, moi, je parle de 10 ans, mais ça peut être aussi beaucoup plus vieux parce que regardez un petit peu là, l'écriture. C'est presque un livre pour adultes. Dans le fond, c'est la même... pour les adolescents, ouais. sans aucun doute. Par contre, l'histoire accroche beaucoup aussi pour les plus jeunes. Okay. Donc, ce que ça raconte, c'est 4 enfants qui célèbrent leur anniversaire, qui vont avoir 11 ans. Et à leur anniversaire, à leur 11e anniversaire, ils doivent découvrir s'ils ont un animal totem. Oh! Donc, ces enfants-là découvrent leur animal totem et là, on les voit sur la couverture qui est magnifique, par les couleurs, par la beauté, ils ont l'air vrais, donc ça, c'est très, très attrayant. Donc, ils vont devoir apprivoiser leur animal pour être capables de déjouer les ennemis qui veulent détruire leur monde. Wow. Donc, ils vont devoir apprendre à parler avec leur animal, à leur faire faire des choses précises pour pouvoir vaincre les méchants. OK. Fait qu'on va un peu dans l'imaginaire, dans le fantastique, là. Vraiment beaucoup de fantastique. C'est clairement un roman fantastique. Ouais. Pas d'image à l'intérieur, que du texte, mais un très gros coup de cœur, en tout cas pour mon grand, pour les enfants qui aiment beaucoup lire, là, je pense que c'est un incontournable. Ben oui, intéressant de faire de la lecture à relais. Moi, je fais ça avec mon gars, avec les livres un peu plus soutenus. Oui. Il lit une page, je lis une page. Fait que ça le décourage un peu moins. Oui, effectivement. Puis c'est sûr que la brique elle-même peut être imposante, mais quand les jeunes accrochent, souvent, ça devient plus facile aussi là, de faire. Il faut que ça soit un choix personnel. Voilà. Il y a une question de défi aussi, hein, je vais le lire au complet. Exactement. Oui, et puis justement, nos bons lecteurs, pas toujours facile de trouver des histoires qui collent à eux, des histoires d'adolescents. Quand on a 10 ans, ça nous touche un peu moins, encore plus quand on est un garçon. Donc ça reste quand même quelque chose d'accessible pour eux. C'est vrai. Animal Totem. Oui, Animal Totem, mon 2e choix. Et comme 3e choix, je vous ai choisi un ouvrage de référence sur les dragons les plus rares du monde. OK. Donc, c'est une encyclopédie de dragonologie. Donc, on le sait, hein, les dragons n'existent pas. Par contre, là-dedans, on a été en mesure de faire comme s'ils existaient pour vrai. Okay. Donc, on nous parle des espèces de dragons, des types d'habitats, des proies, de leur mode d'attaque, comme s'ils étaient là pour vrai. Wow! Montre-nous l'intérieur, ça a l'air magnifique. Oui, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est un coup de cœur beaucoup sur le visuel. Ah oui, on dirait un vieux grimoire, là, de magie. Puis les images sont magnifiques. J'ai sélectionné 3 choses qu'on retrouve beaucoup dans le livre. Wow! Je ne sais pas si on peut voir. Il y a ici. Oui! C'est les textures de différents dragons qu'on peut toucher. Donc, à chaque fois qu'on présente un nouveau dragon, on a une texture qu'on peut toucher. Okay. Donc ça, on voit ça chez les petits, là, toucher du poil d'animaux, mais pour les plus vieux, je trouvais ça intéressant. Ensuite, on a des petites fenêtres qu'on peut ouvrir. Dans ce cas-ci, c'est l'évolution du dragon. Donc, on peut aller voir là, en dessous de chaque petit œuf qu'est-ce qui se cache. Puis, dans certaines pages, nous avons des messages secrets qui sont cachés dans des petites enveloppes. Là. OK. Puis là, il y a un petit message là-dedans. Il y a un petit message. Des fois, c'est des... Je vais essayer de l'ouvrir. Là. Des fois, c'est des messages codés. Des fois, c'est des lettres que certains explorateurs ont écrites. Donc, très, très, très intéressant pour l'aspect interactif, puis le sujet, bien sûr, qui fait du feu. Ben oui. Est-ce que, tu sais, Émile, il y a 9 ans, plus vieux aussi, là, ça peut être bien intéressant, hein? Oui, parce que c'est quand même assez soutenu, là, comme texte à l'intérieur. C'est petit, mais
comme on est dans l'informatif beaucoup plus, là, ça se lit quand même assez bien, mais effectivement, pour plus vieux, ça peut être une belle suggestion. Ah, ben ça, c'est une découverte pour moi, c'est sûr que je le commande. Oui, très, très, très intéressant. Ben merci beaucoup, Geneviève, pour tes découvertes lecture pour jeune homme, on va dire ça. Oui. Ça me fait plaisir de t'avoir reçu avec nous. Ben, merci beaucoup. à toi, Émilie. Bonne journée. Bye bye. Vous êtes à la recherche d'un projet personnel en temps de confinement. Vous avez fait pas mal le tour de tout ce que vous aviez comme projet de débuter. Eh bien, on s'en va retrouver Marie-André Mathieu, experte en simplicité volontaire, qui nous montre comment se partir des semis pour être en autosuffisance alimentaire cet été. Bonjour Marie-André. Salut! Aujourd'hui, on va un petit peu plus loin dans notre projet d'autosuffisance et d'autonomie alimentaire. On va parler de semis avec toi. Oui, c'est la première étape. Hein? Là, ces temps-ci, là, avec les épiceries qui étaient vides, et on parle beaucoup de manger local, mais le plus local qu'on peut manger, c'est quand on cultive son propre jardin. Et la première étape pour être encore plus local que de cultiver son propre jardin à partir de plants qu'on achète dans les pépinières, ben, c'est de faire nos propres semis. Fait que, très simple, je vais vous montrer ça avec les moyens du bord. Vous pouvez prendre des contenants que vous avez à la maison. Ça peut être ici, là, c'est un petit contenant de cerises de terre, justement. Et il est déjà troué dans le fond, fait que c'est vraiment pratique. Mais vous pourriez prendre des contenants de margarine, de yogourt, que vous faites vous-même les trous avec des ciseaux. Ça serait parfait. L'important des trous, c'est pour que l'eau s'égoutte. Sinon, quand on arrose, les racines de la plante pourraient se noyer, puis la plante irait pas bien du tout. Alors, je prends de la terre. Pour la terre, là, c'est un mélange pour semis, mélange de sable, de tourbe, de terre, un peu de compost. Pas trop quand c'est pour les semis, ça n'a pas besoin d'avoir une tonne de compost. Après, quand on fait le rempotage, on peut en mettre plus. Moi, je me casse pas la tête, là. Vous pouvez acheter un mélange tout fait à la pépinière locale. Alors, on met la terre. On tasse un peu. Il faut pas qu'il y ait comme de trous. On ne met pas de la terre jusqu'au bord parce qu'on veut que quand on arrose, il reste un petit peu d'eau le temps qu'elle s'égoutte jusque dans le fond. Si on mettait de la terre jusqu'au bord, l'eau coulerait par-dessus bord, puis là, ben, la terre resterait sec. Et là, comment on fait pour faire les semis? Bien, ça dépend en fait de chaque graine, chaque variété de légumes ou de plantes qu'on veut semer. Il faut suivre les instructions. Souvent, sur les sachets de graines, vous avez les instructions à l'arrière du sachet de graines qui dit exactement de quoi la graine a besoin. Avec les légumes, c'est un peu moins compliqué. Quand vous allez vers les plantes vivaces, arbustes, plantes médicinales, des fois, ils ont besoin de certaines choses très précises, comme par exemple semer être à la noirceur pour germer, avoir une période au froid, qu'on les met dans le frigidaire. Mais pour les légumes, c'est plus simple que ça. En général, pour les différents légumes, ce qui va varier, c'est la température à laquelle la graine aime être pour bien germer. Fait que tout ce qui est la famille de tomates, poivrons, les plantes qui viennent des pays chauds, qu'on pourrait dire, là, qui sont originaires du Mexique, eux, ils aiment ça, avoir une température autour de 20 degrés pour germer. Alors, on va les mettre, moi personnellement, je les mets dans ma salle de bain que je chauffe un petit peu plus. Elle garde les portes fermées, fait que ça coûte un petit peu plus cher de chauffage, mais juste pour la salle de bain, puis ça aide mes graines à bien germer rapidement. Là, ici, là, ce que je suis en train de semer, moi, c'est des cerises de terre. Ils sont minuscules. C'est des cerises de terre que j'ai ramassées dans mes fruits. Les autres années, j'ai fait pousser des cerises de terre, puis dans les cerises de terre, il y avait des graines. Je les ai récoltées, puis je les ai fait sécher. Alors là, j'en ai plein, ça m'a rien coûté. Et puis, ça vient de mes plantes à moi qui ont bien réussi dans mon climat. Fait que je peux en semer plein. C'est pas grave, ils m'ont rien coûté. Puis, après ça, je verrai la quantité qu'ils germent. Puis, quand ils seront rendus assez grandes, je vais pouvoir les rempoter dans des pots. Parce que là, plein dans un petit casseau de même, là, ça va être bien trop tassé. Fait que chacune qui va germer, je vais pouvoir la mettre dans un pot séparé. Généralement, quand je rempote, c'est dans des pots de yogourt. Et là, je vais remettre juste un petit peu de terre par-dessus. Plus les graines sont petites, moins qu'il faut mettre de terre par-dessus. C'est surtout pour les garder humides, en fait. C'est surtout pour ça qu'on met de la terre par-dessus. Là, j'ai
Une amie qui a déjà, là, cette année, était bien décidée à faire son jardin, là. Fait que là, elle a tout semé. Et là, il faut regarder aussi sur le paquet combien de temps avant le transplant qu'on les sème. Si on les sème trop tôt, on va avoir des plants beaucoup trop grands, puis ils vont manquer de lumière dans la maison, ils seront pas bien. Fait que là, semez pas tout de suite là, vos courges, courgettes, ça, là, ça se sème directement au jardin avec la graine dans la terre, parce que les autres n'aiment pas être transplantés. Là, dans mes autres projets de semences que j'ai aujourd'hui, j'ai des semences d'okra que j'aimerais faire. Ça, les graines sont un peu plus grosses. Fait que eux, pour accélérer la germination, j'ai fait tremper pendant 24 heures. Ils vont se gorger d'eau, puis après ça, quand je vais les planter, ils vont pousser beaucoup plus vite. Généralement, sur le paquet, c'est écrit combien de temps ça prend avant la germination. Fait qu'avec un crayon, ça peut être un crayon à mine parce que la mine s'efface pas quand on arrose. Là. Des fois, si vous écrivez avec un crayon à l'encre, puis vous arrosez, puis l'eau coule sur l'étiquette que vous avez faite, eh bien, votre encre va tout disparaître. Fait qu'avec un crayon à mine, j'écris « cerise de terre, semée telle date », puis là, je me fais une flèche pour dire « normalement, germerai à telle date ». Si c'est 7 jours plus tard, je vais faire plus 7 jours. Fait que comme ça, quand je vais regarder mon paquet, je vais dire « ah, celle-là est due pour être germée dans 2 jours », à peu près. C'est pour me donner une idée, parce que des fois, ça germe pas parce qu'on a des mauvaises graines ou n'importe quoi. Là, quand tu vois que c'est supposé être germé depuis déjà 3 semaines, puis ça n'a pas germé, bon, on sème d'autres choses dedans. L'important pendant la germination, à part la chaleur, c'est l'humidité. C'est que là les graines, il ne faut pas qu'ils soient noyées, puis il ne faut jamais qu'il manque d'eau pendant qu'ils germent. Si la terre devient sec, puis la graine est en train de germer, elle n'a pas assez de racines pour survivre à une sécheresse, même légère, fait qu'elle va mourir. Fait que ça se peut des fois, si vous dites, il n'y a rien qui a germé, mais ça se peut juste que pendant une journée, ils ont manqué d'eau, puis ils sont morts. Comment on fait pour ne pas se tracasser pendant les 7, 10, 15 jours de germination? On met notre plat de semis dans un sac de plastique. Fait que ça garde toute l'eau. Fait qu'on n'a même pas besoin d'aller les arroser ou quoi que ce soit. Ça ici, là, c'était mon ashwagandha. Fait que j'ai ma petite étiquette ici écrite à la mine. Fait que je suis encore capable de lire, même si c'est tout imbibé d'eau. Puis là, j'ouvre. Et là, oups, j'en ai une qui a germé. Ça, c'en est une, là, c'est une plante médicinale, l'ashwagandha. Fait que c'en est une que j'ai gardée dans la salle de bain à 25 degrés. Puis là, il y en a une qui a germé. Ça veut dire que les autres devraient apparaître bientôt. Et dès qu'ils commencent à germer, comme là, elle a germé, on va les mettre à la lumière parce que c'est important. Ils n'ont pas beaucoup de réserve d'énergie, ces petites plantes-là. Fait qu'ils ont besoin d'énergie pour pousser. Et l'énergie, c'est la lumière qui leur en donne. Nous, on fait beaucoup de semis parce qu'on vit en autonomie alimentaire en très grande partie. Alors, on s'est installé des néons. Si je me souviens bien, c'est un mélange de un néon Cool White, puis un Daylight. Est-ce que c'est ça? Oui. Mais si vous êtes proche d'une fenêtre, vous pourriez juste avoir des néons Cool White qui sont les moins dispendieux. Puis les journées qu'il fait soleil, vous enlevez le néon, puis vous assurez que la lumière du soleil fait le travail. Nous aussi, on est dans le sous-sol, fait comme il n'y a pas du tout de bonne lumière, en combinant ces deux-là, ben ça donne un bon spectre de luminosité pour que les plantes aient ce qu'elles ont besoin pour pousser. Et on s'assure de vérifier, je vous dirais qu'à tous les 2 jours, je vérifie est-ce que le terreau est sec avec mes doigts. S'il ne faut pas que ça sèche, ils sont toutes petites, c'est des bébés. Là. Ils ont besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de soins. Et dans quelques temps, là, ça va être le temps déjà de les rempoter dans leur petit pot de yogourt pour qu'elles puissent pousser. Comment est-ce qu'on fait pour choisir les sortes de légumes qu'on veut faire pousser? Bien, je dirais qu'en premier, on pourrait y aller... Il y aurait deux façons de faire. Si votre plaisir, ça serait de dire je fais un premier jardin avec les enfants pour le plaisir, à ce moment-là, allez sur Internet et cherchez les cultures de légumes les plus faciles au Québec pour commencer un premier jardin. Je dirais comme ça, parce qu'il y a certains légumes qui sont beaucoup plus difficiles. Fait que si on veut avoir une bonne expérience, il faut commencer avec les plus faciles. Pois, haricots, carottes, laitue, c'est ça. Fait que là, ça va donner une bonne expérience. Les enfants vont voir pousser ça vite. Fait qu'il y aurait cet aspect-là. Sinon, si vous êtes déjà un peu habitué au jardinage, que vous êtes bon avec les plantes, allez-y avec ce que vous aimez manger.
si dans votre famille, vous aimez pas trop la salade, ben faites pas pousser de la laitue. Votre jardin va être pris par ça, puis ça va se gaspiller, ça va monter en graines parce que vous en mangez pas souvent. Fait que, si vous adorez manger des carottes, on va dire, ben là, vous prévoyez de semer un jardin avec beaucoup de carottes parce que ça, c'est un bon légume d'autonomie alimentaire. Et qu'est-ce que vous avez comme espace de conservation? Nous, ici, on a un caveau. Avec les carottes se conservent très bien, les rutabagas, les radis d'hiver, toutes les patates, tout ça se conserve très bien. Quelqu'un qui n'aurait pas de caveau, est-ce que vous avez un endroit de la maison qui est plus frais et sec? Les courges se conservent très bien, les oignons. Si vous visez une autonomie alimentaire sur toute l'année, dont l'hiver, si vous êtes plus des gens qui tripent ces légumes d'été, ben à ce moment-là, allez-y avec concombre, tomates, laitue, haricots. Possibilité aussi de faire congeler des haricots. Il y a beaucoup de sortes de légumes qui se congèlent. Les tomates se congèlent très bien pour faire de la sauce tomate pendant l'hiver. Moi, je les congèle entières dans des sacs. Je ferme le sac, puis l'hiver, quand j'ai le temps, je mets ça dans le chaudron, je fais mijoter ça jusqu'à temps que ça ait une texture de sauce tomate. Et on peut également, pour conserver, faire des lactofermentations. Fait que si on a des beaux choux qu'on récolte au mois d'octobre, on peut faire des grosses batches de lactofermentation qui vont se garder très, très longtemps. Ça pourrait être un autre atelier. Ben là, tu abordes beaucoup de sujets qui pourraient faire plein d'autres chroniques super intéressantes sur la conservation des aliments, sur la congélation, etc. Mais on va commencer avec ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces informations sur les semis, Marie-André. Ça fait plaisir. Stella Rose est de retour et cette semaine, elle vous fait une recette, des bricolages et vous apprend des infos très importantes sur les pommes. Des pommes. Moi, j'aime ça, des pommes. Savez-vous qu'on peut faire plein de choses avec des pommes? Ça me donne une idée. Avec des pommes, on peut jongler. Non, c'est pas une bonne idée. Je crois qu'on va essayer d'autres choses. Si on faisait une croustade aux pommes. Avant de commencer, on met notre four à 350. Pour faire notre croustade, on a besoin des pommes, du gruau, de la farine, de la cassonade et une toute petite pincée de sel. Il faut aussi faire fondre le beurre et ne pas l'oublier dans le micro-ondes. Saviez-vous qu'il existe plus de 7500 variétés de pommes? La première étape est de couper les pommes. Savez-vous que la pelure de pomme est pleine de vitamines? Vous pouvez aussi la garder pour votre collation. Après les avoir épluchées, vous pouvez les couper en petites tranches. Ensuite, on mélange la cassonade, le gruau, la farine et le sel. On mélange environ 1 minute. Ensuite, dans un Pyrex, on verse les pommes, et ensuite la croustade.
on met au four 30 minutes. Pendant que ça cuit, je vous propose de faire un bricolage. On va faire des étampes. Moi, j'ai décidé de faire mes étampes sur un sac. Mais vous pouvez le faire sur plein d'autres choses, comme une tête d'oreiller, un t-shirt ou ce que vous voulez. On coupe notre pomme pour faire notre étampe. Moi, pour faire mes étampes, j'ai choisi 3 couleurs, le vert, le rouge et le jaune. Avec votre pinceau, vous pouvez prendre une couleur et peinturer votre pomme. Quand vous êtes prêt, vous pouvez étamper votre pomme sur votre sac. N'oubliez pas de mettre beaucoup de peinture. C'est cool! Voilà! Les premiers pommiers sont arrivés au Québec vers 1600. Avec les pépins, vous pouvez même vous planter un pommier. Il y a encore tellement de choses qu'on peut faire avec les pommes. Mais pour le moment, je mange. Une nouvelle chronique de suggestions jeux de société par Pascal Saint-Amand qui s'adresse plus particulièrement aux gens qui ont déjà une bibliothèque bien remplie de jeux de société. Par contre, si vous voulez en apprendre davantage sur ces jeux un peu plus élaborés, écoutez ce qui suit. Premier jeu dont je voulais vous parler, Oui. Castle of Burgundy, Château de Bourgogne, la version carte. Il y a une version gros jeu de société aussi de ce jeu-là, OK. mais aussi une version carte qui est moins chère dans une plus petite boîte, puis qui est minimalement aussi le fun que la grosse boîte. OK. Donc, dans ce jeu-là, on va aller chercher dans la version carte, Oui. on va aller chercher des bâtiments qui vont permettre de construire un petit peu un royaume, un empire. OK. Chaque bâtiment va permettre soit d'avoir des points de victoire à la fin ou va avoir un effet qui va nous permettre d'avoir des bonnies, d'avoir des meilleures compétences dans la partie pour aller chercher plus de bâtiments, pour aller chercher plus de cartes, plus de ressources, parce qu'on bâtit ces bâtiments-là pas seulement avec les cartes qui sont des dés en même temps. Donc, on a, oui, une valeur de dés qu'il faut mettre, mais aussi de l'argent, aussi parfois, on a des serviteurs qu'on peut utiliser comme Joker pour aller chercher des cartes. Okay. Donc, c'est intéressant. Puis vraiment, la version carte a une belle mécanique. C'est-à-dire qu'avec très peu de matériel, on est capable de faire un jeu complexe, un jeu qui a une bonne longueur. Puis comme je vous dis, les cartes ont à la fois une valeur de bâtiment puis une valeur de dés. Donc, on joue avec les mêmes cartes, que ce soit pour la valeur de dés que pour construire notre empire. Donc, il n'y a pas tant de matériel que ça. Puis c'est super de fun à jouer. C'est un jeu qu'on sort souvent. Ensuite de ça, Pillard de la mer du Nord, qui est un jeu qui est super beau, beau matériel, de bonne qualité. Et puis, c'est un jeu de placement d'ouvriers. C'est-à-dire qu'on a des bonhommes, des petits pions qu'on va aller installer sur la planche de jeu en différents endroits. Chaque endroit va nous donner des ressources, des bâtiments, des gens qui vont nous aider à structurer une armée, parce que dans ce jeu-là, le but, c'est d'avoir une armée de pillards qui vont ensuite de ça traverser la mer pour aller de l'autre côté pour
casser des gueules, puis voler des ressources de l'autre côté. Fait que le but, c'est vraiment de se structurer une force de frappe d'armée qui va aller de l'autre côté pour aller chercher des ressources, piller des ressources. C'est un jeu qui est le fun, qui est... le placement d'ouvriers n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il y a des endroits limités où on peut aller mettre nos ouvriers pour ramasser des ressources. Et puis l'autre joueur va aussi intervenir sur le même plateau d'ouvriers. Puis ça cause des problèmes parce que quand les endroits sont pris, ben, l'accès est limité. Puis ça nous force à aller chercher d'autres choses. Les stratégies sont complexes. Mais c'est un jeu qui est le fun parce que c'est tous les jeux dont je vous parle, je pense que c'est des jeux comme ça. C'est pas possible de se faire laver. Moi, j'aime pas ça. Je vois un jeu où je finis 300 millions de points en arrière de la personne qui gagne. Ouais. J'aime ça être dans le game tout le temps parce que je perds souvent, mais je me fais pas déclasser. Puis j'aime les jeux où on se fait pas déclasser, même si on comprend à moitié, on a une stratégie un peu boboche, mais on réussit à être dans le game quand même au niveau des points. Puis ces jeux-là, c'est des jeux comme ça. Puis dans le cas de Pirates de la mer du Nord, il y a des petits frères, des petites sœurs qui sont de la même série. OK. Sont tout aussi beaux, tout aussi le fun, toujours dans une thématique viking un peu. Okay. Et puis ça me fait penser à... si vous avez des jeunes adultes, des ados à la maison qui gagnent beaucoup sur les cellulaires à Clash of Clans, ça peut être une option, ce jeu-là. Farmer ça, là, les iPhones, etc., puis aller jouer à Pillard, la mer du Nord. Ça ressemble à Clash of Clans un peu, là. Puis Pillard, la mer du Nord, c'est un jeu complexe, mais qui est quand même assez accessible. Une fois qu'on l'a essayé, on se débrouille bien dans les règles. Architecte du Royaume de l'Ouest, puis surtout Paladin du Royaume de l'Ouest est encore plus compliqué. Le Paladin du Royaume de l'Ouest, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et il y a beaucoup de réflexions, ou en tout cas pas trop parce qu'on veut pas retarder la game, mais il y a quand même beaucoup de réflexions à avoir pour aller trouver les moves qui vont être les plus payants. Donc je dirais que dans ces trois-là, le niveau de difficulté augmente tranquillement dans la série, si je peux dire. Fait que ça, c'est pour les ados, hein? À peu près, là, mettons 14 et plus. Moins que ça. Je pense que des jeunes... 10 en montant, 10 qui ont une familiarité avec les jeux de société. Oui, OK. C'est surtout ça, en fait. L'âge, c'est une chose, mais si on a avancé dans les niveaux de difficulté de jeux de société, des plus jeunes qui sont familiers avec des gros jeux vont être capables de jouer à ça. OK. Fait que 10 ans, 11 ans, 12 ans, du moment qu'on commence pas avec ça, là, si on saute de Monopoly à ça, ça se peut qu'on ait un coup. Puis, dernier jeu plus complexe dont je voulais vous parler. Oui. Oh wow, ça a l'air beau, ce jeu-là. Il s'appelle Wingspan. C'est un jeu qui est magnifique. Le matériel est vraiment cool dedans, puis la thématique est vraiment spéciale. C'est-à-dire qu'il faut se monter un sanctuaire d'oiseaux pour attirer des oiseaux dans notre espèce de petit parc protégé pour les oiseaux. Donc, on va à chaque tour aller piger des oiseaux. On va les installer dans les différentes zones de notre parc, en zone forestière, en zone de brousse, en zone humide. Chaque oiseau ne peut pas aller partout. Chaque oiseau ne mange pas la même chose parce qu'il faut le nourrir. Chaque oiseau ne pond pas dans le même type de nid que les autres. Ils ne pondent pas le même nombre d'œufs. C'est vraiment un jeu qui est le fun, qui est stimulant, qui n'est pas tant difficile. Je pense que la première partie, après ça, ça va quand même assez bien. Il y a énormément de matériel. La pile d'oiseaux, elle se dépaisse. Il y a à peu près 200 oiseaux différents qu'on peut aller piger, installer dans nos petits parcs. Puis, il y a quelques caractéristiques qui sont le fun à propos de ce jeu-là. Premièrement, c'est un jeu qui a été entièrement conçu, illustré par des femmes. Il y a très peu de femmes dans le monde du jeu de société en général. Ce jeu-là est entièrement féminin. C'est vraiment cool. De 2, il est magnifique. Le matériel est très beau. De 3, toutes les informations à propos des oiseaux, c'est vérifié scientifiquement. Il y a toujours une petite ligne dans le bas des cartes qui nous dit cet oiseau-là vit dans tel type de région du monde. Puis, plus que ça, c'est-à-dire qu'on peut, avec les oiseaux, il y a des oiseaux de chasse qui vont nous permettre d'aller capturer d'autres oiseaux. C'est marqué dessus, on prend les oiseaux juste de 75 cm et moins. Mais c'est la réalité, c'est vrai que ces oiseaux-là chassent tel type d'oiseaux. C'est vrai qu'ils pondent juste 2 œufs dans un nid fait de telle façon, dans un milieu humide. Tout ça a été vérifié. Puis il y a un méga guide explicatif des oiseaux dedans, puis de toutes les informations scientifiques à propos des oiseaux. Fait qu'on apprend en s'amusant, là, carrément. Ben, on peut juste s'amuser, mais on a du moins le potentiel d'aller voir un petit peu plus loin. Puis c'est aussi un jeu qui a une version à un seul joueur avec un robot. On joue contre un joueur fictif qui est à l'intérieur de la boîte. Ah, crème, c'est cool ça!
On s'en va rejoindre Christo Moquin qui vous parle de suggestions films. Bonjour, ici Christo, bienvenue dans cette nouvelle chronique cinéma. Ces temps-ci, avec tout ce qui se passe, on a beaucoup plus de temps de lousse. C'est pourquoi qu'à chaque semaine, je vous parle de films et de séries télé à écouter. Alors commençons directement avec le premier film, Le Mirage. Le Mirage est une comédie dramatique réalisée par Riccardo Troggi et une idée originale de Louis Morissette. Ce film met en vedette Louis Morissette, Julie Perrault, Christine Beaulieu et Patrice Robitaille. C'est l'histoire de Patrick qui a des problèmes dans son couple et aussi des problèmes financiers et qui fantasme petit à petit sur la meilleure amie de sa blonde. Hey, Pat! Faut que tu me commandites mon tournoi de golf encore cette année, là. Ouais, tu m'appelleras! Il va falloir que je retourne voir mon médecin. Ça marche pas, mes antidépresseurs, là. Moi, je suis sûre que c'est ça qui m'a fait prendre du poids. Papa, je suis obligée d'aller au soccer jeudi? Oui. Moi aussi, d'ailleurs. 150$ pour un nouveau filtreur, que c'est ça? Ah, mais il était pété. Il était pété. Ils ont tout changé la machine, le sable, tout, là. 650$. Ils ont-tu pris à Dubaï, là, cette sable? Eh non, c'est pas un bordel, là. C'est sûr qu'il y a une petite section échangiste, là, mais on peut prendre un verre tranquille, comme dans n'importe quel autre bar. Un verre. This is so cute. Viens-tu te coucher, là? Ah, ouais, je monte, là. Qu'est-ce qui se passe? J'avais un bout de toffe récemment, mais... Fais-tu l'amour? Toi, les couples passent par là, hein? Sinon, toi, la business est bonne? C'est bon. Mais je vais vous payer, là. Arrêtez de paniquer. Le département de crédit a refusé ta demande de prêt. Comment ils font les pauvres pour arriver? Je sais bien pas. Malgré l'histoire quand même assez dramatique, c'est un film qui possède beaucoup de scènes comédie de situation. Donc d'un côté, ça dédramatise le film et de l'autre, ça crée un peu plus de respiration au scénario. Aussi, les personnages sont vraiment attachants. Le personnage principal, Patrick, on s'y attache en partant, on comprend ses problèmes, on comprend ce qui se passe dans sa tête et c'est très facile de se mettre à sa place. Et c'est une histoire qui sort de l'ordinaire. C'est un film dramatique dont la première fois qu'on l'écoute, on s'en souvient toute sa vie. Moi, je me rappelle, ça m'avait un peu bouleversé. Je vais pas vous dire pourquoi, car ça serait un peu détruire la fin du film. Mais c'est vraiment un film qui te rentre dedans après l'écoute. On sait que votre conjointe a trouvé une centaine de pages de films porno dans votre historique d'ordinateur. Oui, je me masturbe. Ça me relaxe. Oui, j'ai une envie folle de baiser la meilleure amie de ma blonde. Et oui, 80% des hommes pensent comme moi. Inquiétez-vous du 20% qui reste. Alors, continuons avec un autre film dramatique, Dédé à travers les brumes. C'est un drame biographique réalisé par Jean-Philippe Duval et mettant en vedette Sébastien Ricard. Ce film suit la vie de Dédé Fortin à travers son groupe Les Colocs. Donc on part de la genèse des Colocs jusqu'à la dépression de Dédé Fortin. OK, hey! J'ai besoin de vous autres la prochaine! J'ai rencontré au dépanneur, à s'acheter une grosse licorne. Non, je fais ça pour le fun, en attendant de faire mon film. Hey, Dédé, c'est quoi le nom du groupe? Tu dirais ça? Nicolas! La première fois que je rencontre une jolie Nicolas, ça va être big. Non, mais t'es le nouveau Charlebois. Bon, ma petite Julie, ce qu'elle est pas si jeune, je t'aurais pris. Elle dit tout que je t'ai un gars patient, puis viens m'en voir quand t'auras 20 ans, j'ai l'impression que tout est possible. Un 10 puis un pays dans le même pays. Ça va être historique. André Fortin est vieilli, puis ça, personne ne veut le voir. À soir, c'est mon anniversaire. Veux-tu que je te passe la cage ou que je te donne ton pain? Dédé! Come on, man! Dédé veut pas faire l'album. C'est juste un hostie d'égoïste qui pense juste à sa musique et à ses chums. Ce que j'apprécie surtout de ce film, c'est que c'est un film réaliste. Le côté biographique du film est vraiment bien fait. On a vraiment une bonne partie de la vie de Dédé Fortin résumée en 2h15.
Et il y a aussi quelques petites références à la vie de Dédé Fortin qui sont un peu plus subtiles, mais quand même bien présentes. Aussi, ce que j'aime, c'est la réalisation du film. Premièrement, ils ont pris 2 réalisateurs. Un réalisateur principal qui s'est occupé de l'entièreté du film, et un deuxième réalisateur qui s'est concentré sur les vidéoclips, car tout au long du film, il y a quelques petits vidéoclips musicaux qui rend hommage à Dédé Fortin, car il faut savoir que Dédé Fortin, de base, était réalisateur. Donc, c'est lui qui a réalisé tous ces vidéoclips. Donc, dans le film, ils ont voulu un peu reproduire la réalisation de Dédé Fortin, son univers et ses techniques. Sinon, aussi, les scènes dramatiques sont vraiment folles. C'est des scènes très poignantes. Surtout, il y a quelques scènes musicales qui sont vraiment intéressantes visuellement et émotionnellement. C'est un film qui nous transmet plusieurs émotions, que ça part du rire et ça va jusqu'à la tristesse. Ouais, ben, l'amour, la mort, pis tout. Comment on fait pour aimer la même femme toute sa vie? Trop grand pour moi. Vraiment, les gars sont sur le BS, ils attendent après moi. Force pas un type à créer, c'est contre nature. Alors voilà, c'était tout pour cette chronique. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci, c'était Christo. Ciao! Là, les amis, c'est le temps d'écouter. La maladie à coronavirus frappe fort. Et on doit être encore plus fort. Pour votre santé et celle du peuple. On doit faire ce qu'on nous dit de faire. C'est notre meilleure défensive. Autant les parents que les enfants. Faut bien se laver les mains. Et celle de l'eau du cœur. Et surtout, rester chacun chez nous, comme on vient tous et toutes de faire. Se protéger, ça sauve des vies. C'est ce qui conclut notre émission Info.tvc, l'hebdomadaire avec des chroniques matapédiennes. Je vous invite à nous contacter si vous avez des sujets avec lesquels vous voulez qu'on fasse une chronique ensemble. 629-4503. Pour ceux qui s'ennuient de notre rendez-vous hebdomadaire, le Télébingo, eh bien, on vous a mis des émissions à la place du Télébingo pour pas que vous vous ennuyiez trop dans cette plage horaire. Donc, le dimanche, de midi à 14h, vous allez avoir en rafale les 4 émissions de la semaine d'Info.tvc en direct. Donc, quelque chose pour vous désennuyer, pour ne pas casser votre habitude de vous mettre devant votre TV le dimanche à midi. Et c'est semaine de conseil de ville aussi cette semaine, donc on a été invités à participer à cette séance de conseil de ville qui s'est tenue à huis clos via une plateforme de visioconférence. Donc vous allez avoir un tout nouvel environnement avec les mêmes informations pertinentes pour le conseil de ville d'Amqui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Bonne semaine! Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.